c'est de vous montrer un petit peu tous les résultats en prix, puisque ces résultats n'ont encore jamais été présentés, de cette vaste étude France Contour. On vous emmène faire un petit peu un voyage franco-suisse. Alors, avant de commencer, on va juste rappeler ce que c'est que ce pôle touristique Montagne Inventive, parce que beaucoup ne le connaissent pas, qui a 4 missions, des missions d'innovation, des missions de mise en réseau, des missions de formation et des missions sur l'internationalisation. Alors, juste pour faire très vite, contrairement à ce qui est montré sur la photo, le pôle ne s'est pas du tout positionné sur le développement technologique, que font d'ailleurs mes collègues, très bien mes collègues suisses, mais plutôt sur des innovations de process et co-création. Sur la mise en réseau, je vais aller très vite, puisqu'on est en train de monter le centre de design des services franco-suisses pour l'accompagnement de mise en réseau. Ça peut être des territoires comme ça peut être des produits. Et puis, sur la formation, on a développé avec la HESSO une formation tout au long, qu'on appelle tout au long de la vie, avec une licence franco-suisse et un IMBA sur l'innovation touristique. Et puis, on a aussi régulièrement, toutes les années, un B2B, où on fait un face-à-face entre les acteurs du tourisme et, comme l'a dit Laurence tout à l'heure, les 27 responsables de formation de l'université. Ça va du bâtiment intelligent, en passant par l'image, les géographes, toutes les formations qui, quelque part, ont envie aussi de contribuer au développement touristique de leur territoire. Sur l'international, juste une petite remarque. La première, c'est qu'on travaille, vous voyez, beaucoup sur le développement de la clientèle chinoise, parce que depuis 2006, on accueille des Chinois en formation sur notre territoire, sur le management et le marketing du tourisme. Et ça nous permet vraiment d'avoir une veille sur ce qui se fait en matière de tourisme et de développement du tourisme en Chine, et d'aider les territoires qui souhaitent développer ce type de clientèle. Et puis, effectivement, l'Université Salon-Mont-Blanc est frontalière avec la Suisse et avec l'Italie. Et de ce fait-là, on développe un certain nombre de projets avec ces deux pays. Dans ce pôle, on travaille qu'autour de projets et qu'autour de projets où l'humain est au cœur. Soit on se centre sur les acteurs, soit on se centre sur les clients, mais vraiment notre cœur est l'humain. Alors quelques petits rappels. Alors je n'ai pas intégré la date de M. Payet, donc vous m'excuserez. 20% du territoire européen est en frontière, donc c'est quand même beaucoup. La création de la frontière franco-suisse, c'est 1815. Schengen, l'ouverture des frontières, c'est quand même un gros cap pour le tourisme, la circulation libre entre les frontières. Un autre point qui est extrêmement important pour le développement touristique qui nous concerne, c'est l'apparition des compagnies low cost en 90. Et ça, c'est vraiment une explosion ensuite donc, de toutes les répercussions sur le plan touristique. Et puis, les premiers programmes européens Interreg franco-suisse datent de 90. Et avec mon collègue et néanmoins ami Roland, nous en sommes avec la HESSO au 3e programme Interreg. Donc, même si des fois c'est pas toujours facile de travailler ensemble, finalement on est quand même mariés depuis un certain nombre d'années et ça va plutôt pas mal. Alors, les clés du tourisme transfrontalier. Alors, ce que je veux vous présenter là, l'université, son cœur métier, c'est quand même aussi d'être capable d'aller voir tout ce qui se fait dans le monde entier au travers d'articles scientifiques qui ont derrière des modèles qui sont soit rattachés à l'économie, soit de la gestion, soit de la sociologie, enfin toutes les branches, quelque part, peuvent parler d'une thématique comme le tourisme transfrontalier. Et donc vous voyez que là, pour ce travail, on a fait plus d'une centaine d'études, d'articles qui ont été publiés dans le monde entier, qui portent sur la problématique du tourisme transfrontalier et sur la problématique des aéroports internationaux, puisque les choses sont extrêmement liées. Alors vous avez en bleu un résumé de ce que disent ces articles. Par exemple, vous voyez dans la première catégorie, on voit qu'un tourisme transfrontalier sera d'autant plus efficient qu'il y a une accessibilité multimodale. Vous voyez, le deuxième point, on voit que le tourisme transfrontalier sera d'autant plus développé qu'il y a une métropole internationale, et ainsi de suite. Et puis vous voyez en rouge ce que nous on a sur notre frontière franco-suisse. Donc en termes de multimodalité, je pense qu'on peut difficilement faire mieux. En termes de métropole internationale, on a Genève. En termes de richesse naturelle, on est quand même vraiment à un carrefour des Alpes. Je passe sur l'économie, les hébergements et autres. Et puis on a un gros point fort pour le développement du tourisme transfrontalier que tout le monde n'a pas, toutes les frontières n'ont pas. Et quand je parle des frontières, je parle des frontières dans le monde entier. C'est qu'on a une langue commune. Alors vous imaginez quand il faut développer quelque chose, quand on ne parle pas la même langue. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire qu'on a quand même de l'or dans les mains. Pour répondre à des touristes qui sont exigeants,
qui sont zappeurs, qui sont de plus en plus connectés. Et qu'est-ce qu'on leur propose? On leur propose une frontière administrative pure et dure. Et puis de l'autre côté, on lui propose des acteurs qui, entre guillemets, se regardent un peu de nombril, et puis qui ne travaillent pas vraiment ensemble, chacun pour soi, Dieu pour tous, et puis si ça marche, tant mieux. Pour le moment, ça marche, c'est un peu ça le problème, on va dire. Alors, tout ça, c'est le point de départ de notre programme Transfrontour. Transfrontour, c'est vraiment l'idée de se dire, on a vraiment tout ce qu'il faut ici, et le tourisme, comme l'a dit M. Pillex, il n'a pas dit Saint-Gervais-Megève, mais il n'a rien à faire des frontières administratives entre Saint-Gervais-Megève, comme il n'a pas plus à faire des frontières administratives entre la Suisse et la France. Il circule. Et lui, ce qu'il a besoin, c'est d'être accueilli, accompagné, aidé, et en même temps qu'on réponde au maximum à ses attentes. Donc le Léman Express, vous avez vu la carte tout à l'heure, hein, je passe, je suis un peu moins sceptique que M. Pillex sur le devenir, mais c'est pas grave. Il y a des échéances qui sont quand même tenues. Et vous voyez en rouge, c'est toutes nos villes partenaires du programme Transfrontour. Donc vous voyez que pour nous, cette colonne vertébrale du Léman Express est vraiment un point d'appui, ce n'est pas le seul, mais c'est un point d'appui énorme pour ce programme Transfrontour. Donc là, vous avez les communes, et là, vous avez les cantons ou le conseil départemental 74. Alors, ce programme, comment il tourne? Roland va vous le présenter. Voilà, le programme, c'est sur 3 ans, en différentes étapes. On a un Work Package 2, où on a étudié différents points de vue des réseaux d'excellence. On voulait comprendre les freins des acteurs de tourisme, de travailler en réseau. On voulait voir quelle est l'organisation de ces réseaux, quelle est la gouvernance, la communication entre les acteurs du réseau. On voulait aussi voir l'impact du réseau au niveau social, l'impact au niveau économique, et surtout aussi voir le côté demande, quelles sont les attentes des touristes. Ça, c'était la première année, et une partie de cette matinée va être dédiée à ça, au résultat de cette phase. La prochaine étape, c'est vraiment la création de ce centre de design de service avec une boîte à outils, un personnel, des équipes qui accompagnent les acteurs de la mise en réseau, et aussi l'échange de bonnes pratiques, et après la mise en pratique réelle de ces outils, ce qu'on a essayé de faire ces 2 derniers jours ici à Saint-Gervais. Alors plus concrètement, sur cette première année, c'est 1 an d'enquête. 1 an d'enquête qui a mobilisé 40 chercheurs français et suisses. C'est des larges zones qui ont été étudiées et des temps d'études. 1 an d'études, c'est quand même long. Vous voyez les chiffres, hein, c'est une étude de très très grande ampleur que seules peuvent faire 2 universités. Je veux dire, c'est tellement chronophage et demandant effectivement beaucoup de déplacements, beaucoup de terrain. Donc voilà, c'est quand même une grande étude, une étude de très grande envergure. Alors, la particularité, non seulement c'est qu'elle est de grande envergure, mais c'est aussi que les 2 universités ont la chance du coup de pouvoir développer de la transdisciplinarité, et je dis bien de la transdisciplinarité, parce que là, sur le plateau, je ne vais pas les passer les uns derrière les autres, mais vous avez des gens qui sont spécialistes d'économie, vous avez des sociologues, vous avez des gestionnaires, vous avez des géographes, vous avez des matheux, et puis on a aussi travaillé avec un certain nombre de professionnels, et les professionnels en particulier de nos zones partenaires. La deuxième chose, c'est que l'université et les universités sont quand même au fait du développement de l'innovation. L'innovation en termes de méthode et en termes de traitement. En particulier, pour ce Transfrontour, on s'appuie sur 2 structures qui sont une française, le pôle enquête, dont le directeur est quelque part, on tient de filmer, je ne sais pas où il est parti, peu importe. En tout cas, ce pôle enquête a de la recherche et de la formation autour du développement des techniques d'enquête. Donc vous imaginez, quand vous avez ça au sein de votre université et que vous devez mener effectivement un certain nombre d'entretiens et d'enquêtes, c'est quand même une vraie ressource. Et de l'autre côté, on a l'Institut du tourisme en Suisse, qui, eux, vous verrez, un certain nombre de modèles qui sont développés, en particulier sur les mobilités, sur les réseaux, sur les nouvelles technologies. Ils sont extrêmement performants et ils font vraiment des choses très innovantes. Le troisième point, qui est un point très fort de l'université, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'on lit. C'est notre premier travail, c'est de lire pour voir un petit peu ce qui se fait dans le monde entier.
et d'être capable de dire « Ah, ça, pourquoi il y a une analyse économique qui nous dit à tel point qui est important, de renvoyer des modèles derrière, et tout ça dans la transdisciplinarité. » Donc ça, c'est une richesse vraiment extrêmement intéressante, puisque c'est notre cœur de métier déjà, ça, hein, d'arriver à lire et de positionner ce qu'on fait par rapport à tout ce qui a été fait avant. On ne réinvente pas là. On n'est pas des génies, sinon ça se saurait, comme on dit. Et puis le dernier point, c'est l'indépendance. L'indépendance, pourquoi? Parce qu'en termes d'établissement universitaire, on n'a pas d'enjeu économique, on n'a pas d'enjeu politique, on n'est pas en train de faire campagne, et puis on a vraiment un rôle de transmetteur, et on l'a vu beaucoup dans le cadre de Transfrontour, de mise en lien de territoire, de mise en lien d'acteurs, puisque quelquefois on arrive dans des réunions, c'est un peu tendu, c'est un peu conflictuel, et puis nous, on va essayer, par notre côté un petit peu neutralité, de désamorcer un petit peu ces tensions. Alors, je vais présenter les 6 réseaux étudiés. Les 3 premiers, donc les réseaux français, Only Lyon, je pense que tout le monde connaît. C'est une marque, hein, un programme pour le développement du Grand Lyon, on pourrait dire, à l'international. Ce qui est très important, c'est de comprendre qu'Only Lyon, au départ, c'était une volonté de positionnement économique. Deuxième réseau français, c'est le voyage à Nantes. Alors, il y a quelques années, un des piliers du voyage à Nantes est venu présenter le voyage à Nantes ici à Megève, à un congrès des offices du tourisme, et elle a dit, nous on n'a pas le Mont Blanc là-bas à Nantes, donc il fallait qu'on se creuse la tête. Et ils se sont très bien creusé la tête, puisque vous verrez, c'est un très beau réseau qui travaille autour d'une mise en tourisme de beaucoup plus loin d'ailleurs que la métropole nantaise, autour de la culture. Et c'est vraiment devenu un référent de culture. Côté suisse, on a étudié un réseau, Val Excellence, un label qui distingue les entreprises valaisannes. C'est aussi un club d'entreprises, c'est-à-dire aussi, ils essaient de mettre en réseau les acteurs par rapport à l'excellence dans leur rôle environnemental, et ils essaient aussi d'améliorer les services de ces acteurs-là. Un réseau national destiné à la mobilité douce, qui a été créé, je pense, il y a déjà 15 ou 20 ans, et qui rassemble un grand nombre d'acteurs dans tous les territoires de la Suisse. Et je pense que c'est vraiment un best practice, j'imagine, au niveau européen aussi. Et après, on a 2 réseaux qu'on a étudiés côté Suisse, côté France, liés à l'agriculture, à l'œnologie, label national pour la promotion des territoires viticoles en France, et Œnotourisme Vaud, un rassemblement d'acteurs dans le domaine de l'œnotourisme sur le canton de Vaud. Voilà, donc là on va passer aux résultats, et pour ça je vais donner la parole à Alain Pillet. Donc juste pour expliquer rapidement sur cette première partie, on va vous présenter les résultats des études qui ont été faites sur les freins et les leviers au réseau, et on va vous mettre en parallèle les freins et les leviers qui ont été vus par des acteurs qui ne sont pas dans le réseau, et par les acteurs qui ont été dans les 6 réseaux étudiés. Donc on va vous mettre en face à face les freins et les leviers pour des acteurs qui ne sont pas dans des réseaux, et les freins et les leviers pour des acteurs qui sont dans les 6 réseaux qu'on a étudiés. Alain, c'est à toi. Merci. Donc je vous présente des résultats d'enquête réalisés avec ma collègue Anouk Bonnemain de l'Université Saint-Mont-Blanc. Donc premièrement, pour faire rapide, ce qui est intéressant, c'est de voir que la notion de crise est perçue comme une opportunité. Donc là, je dirais, on a une perspective un peu chinoise pour une fois, où on remet en question, au fond, cette idée que l'équilibre ne peut pas se maintenir comme ça. Ensuite, ce qui est une évidence, et ça a été rappelé par M. Payex, c'est qu'on est dans un environnement fortement concurrentiel. Et donc, ce qu'on peut voir en termes de perspective, c'est que l'idée de se mettre ensemble n'a que comme objectif la commercialisation, notamment une commercialisation vers l'international. Troisième élément qui nous paraît important de pouvoir bien réfléchir et mettre en perspective par rapport à d'autres résultats, c'est la dimension spatiale des territoires. Et là, véritablement, on remarque que pour les acteurs, c'est très difficile de pouvoir localiser des périmètres. Au fond, on est dans des représentations totalement différentes et les gens ne parlent pas de la même chose. Et quand on est dans une approche plus qualitative, on voit que l'échelon spatial, plus il est grand, au fond, plus ça semble facile de collaborer. Pour dire de manière claire, plus il est petit, plus on est pris par des histoires familiales, politiques, techniques ou autres.
À relever quand même que quand vous voyez ces résultats, n'oubliez pas de voir le pourcentage. Donc au fond, les pourcentages sont très très faibles. Et on est sur 11%. Donc là, au fond, ce qu'on peut dire par rapport à la notion de développement, c'est que quand les acteurs pensent développement, c'est toujours par rapport à des questions fortement concrètes. Donc il y a un point qui nous paraît intéressant en termes de levier, c'est un projet. Et on peut dire que ce que nous avons vécu là depuis une année et ces 3 derniers jours, ça peut être intéressant, c'est cette notion de projet qui pourrait avoir un impact. Seuls 4%, et là je suis dans les résultats de la fin, ont une vision de réflexion sur des valeurs communes. En termes critiques, ça sous-entend que les acteurs ne se sentent pas faire partie d'un ensemble, ne se sentent pas faire partie d'une communauté. Et là, je pense que ça serait intéressant de pouvoir mettre ça en perspective, notamment en parallèle des résultats que vous verrez avec les acteurs en réseau. Et justement, merci pour la transition. Arnaud ? Effectivement, on s'aperçoit que quand on a étudié les regroupements et la manière dont les acteurs coopèrent, on s'aperçoit que le fait de développer ou de partager une vision commune, c'est un point de consonance absolument évident entre les 6 réseaux. Et si on jette un coup d'œil un peu panoramique sur les 6 regroupements qu'on a étudiés, eh ben, ils correspondent tous à la mise en avant d'un domaine particulier qui souvent est perçu comme une qualité du territoire, et on aboutit à une logique de valorisation de cette qualité ou de ce domaine spécifique. Ce qui me semble important de souligner, c'est le fait que le tourisme, de ce point de vue-là, ne peut jamais être appréhendé comme une dimension qui constitue le premier moteur, si vous voulez, de cette mise en route du territoire. Si je prends l'exemple de ce qui s'est passé à Nantes, c'est la culture qui a servi de facteur déclencheur, et le tourisme a été une conséquence d'une certaine façon indirecte. Si on prend l'exemple au contraire de Valais Excellence ou d'Only-Lyon, c'est une démarche de développement économique général qui est à la base de ces réseaux. Donc, dans ces différentes entités, pour conclure, finalement, on peut retenir que le tourisme n'est jamais une activité unique, c'est souvent une activité indirecte, et elle n'est jamais non plus une finalité poursuivie dès l'origine. Donc là encore, les réseaux, les pourcentages sont toujours très faibles, et par rapport à cette notion de levier économique, on voit que le facteur le plus important, c'est la commercialisation. Or, si on développe un peu, la notion de commercialisation, elle ne vise qu'à essayer de mutualiser les moyens. Donc, au fond, si on devait faire un petit argument, c'est comment dépenser moins. Et dans ce sens, c'est une recherche de mise en économie. Donc, vous voyez que ce qui est quand même assez incroyable, c'est que les acteurs qui ne sont pas dans les réseaux, il y en a 3% qui répondent que un réseau, ça peut être un moyen de réaliser de faire de meilleurs résultats, de faire plus de bénéfices, en l'occurrence de faire du business. Ça, c'est quand même assez incroyable que, encore une fois, des acteurs qui ne sont pas des réseaux ont cette perception-là, parce qu'on trouve certains réseaux, et en particulier, par exemple, le Vignoble Découverte, c'est la motivation première pour adhérer au réseau, c'est-à-dire augmenter mon business. Donc là, c'est difficile. Je pense que tant que les acteurs n'auront pas compris que de se mettre en réseau, quelque part, ça permet de développer leur activité, ça va être un frein qui est quand même assez important. Pour illustrer ça côté suisse, on va demander à Julien. Oui, donc bien préciser que tous les résultats que je vais vous présenter sont basés sur les enquêtes sur les réseaux suisses. Donc les secteurs bleus correspondent à des affirmations dans lesquelles les acteurs de réseau se reconnaissent totalement. Les secteurs gris sont neutres par rapport à cette proposition, et les secteurs rouge-rose sont des affirmations dans lesquelles les acteurs ne se reconnaissent pas. Donc par rapport à ce qui vient d'être dit, on peut remarquer qu'il y a une très forte perception de l'amélioration de la qualité de l'offre et de l'augmentation du nombre de clients qui apparaît pour les acteurs qui sont membres de réseau, qui contraste avec ceux qui sont justement pas membres de réseau. Donc il y avait une bonne nouvelle avant par rapport à la notion de crise que je vous ai évoquée, et voici la mauvaise nouvelle par rapport à l'organisation. Au fond, l'analyse et la synthèse de nos résultats montrent que
Quand il y a perturbation, les acteurs sont prêts à se mobiliser, mais pour retrouver un équilibre. Or, on n'est absolument pas dans une dynamique de recherche d'innovation. Donc, ce qu'on peut traduire comme étant « êtes-vous prêt à être un peu perturbé ?» et donc de modifier une manière de faire et de voir. Et donc là, il y aura sûrement des éléments qui seront transmis par mes collègues. Point important, et ça a été évoqué au début, il y a une corrélation entre la vision du pôle et de cette université d'hiver et les attentes des acteurs. C'est au fond un lieu de rencontre. Donc je crois ici qu'il ne s'agit pas de faire une immense structure. L'université d'hiver, comme ces 2 jours, correspond à cette notion de lieu de rencontre. Donc là, il y a à être créatif et je pense qu'il y a des belles perspectives. Ensuite, très clairement, de manière qualitative, il nous est évoqué la notion du leader. Alors chez nous, ça a évoqué pas mal de réflexions. Et je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas une vision commune, et tant mieux, parce que je pense que c'est un pôle de développement. Et Roland, je pense que tu évoqueras un point par rapport à ce sujet. Donc, il y a cette idée d'avoir quelqu'un, une personne qui puisse inspirer, qui puisse défendre des valeurs, et qui génère, au fond, une dynamique, et que cette dynamique va dans le changement par rapport à un positionnement de territoire. Alors, un leader, une hiérarchie, on va demander justement à Roland de nous commenter ça par rapport aux 6 réseaux qui ont été étudiés. Oui, bonjour. Donc, par rapport à cette vision un petit peu particulière, où il faudrait systématiquement un leader, un meneur, ce qu'on a pu rencontrer au niveau des 6 réseaux, c'est plutôt ce qu'on peut appeler, d'une façon un petit peu métaphorique, mais des souffleurs de braise. C'est-à-dire des gens qui ont une force créative individuelle, ils ont une force symbolique parce qu'ils sont parfois reconnus sur des réseaux, mais surtout ce qui est important, c'est que ce sont des gens qui sont capables d'insuffler un certain nombre d'interactions, qui sont capables de créer des ponts entre des acteurs importants, des acteurs qui ont une très grande notoriété, je pense à des artistes internationaux reconnus, à des musiciens reconnus, etc., mais aussi avec des musiciens qui sont de moins grand prestige, avec des petits artistes, avec tout un ensemble de gens qui sont capables finalement d'initier un certain nombre de choses. Et ce qui est très important, c'est que c'est des gens qui sont ces souffleurs de braise, c'est aussi des gens qui sont capables finalement d'arriver à impliquer tout un ensemble d'acteurs qui relèvent de mondes complètement différents. L'art, la culture, le monde des entreprises. Mais aussi, et parfois on oublie ces petits acteurs qui sont tout à fait importants, c'est aussi les populations, et bien évidemment les touristes, mais pas simplement des touristes qu'on prend comme des entités auxquelles on va proposer quelque chose, mais aussi des entités qu'on peut impliquer dans un certain nombre de projets, de dynamiques. Le deuxième point sur lequel on s'est penché, c'est l'appartenance à un groupe, à un syndicat. Et là, ce qui est intéressant de voir dans les réseaux qui ont été étudiés, c'est la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que l'appartenance à un label peut favoriser la mise en réseau des acteurs? Et donc là, les collègues qui ont travaillé sur, entre autres, Vignoble et Découverte, qui est un label, ont trouvé une réponse oui, une réponse non, hein, c'est jamais noir ou blanc. Alors la réponse non, c'est que la majorité des adhérents à ce label le prennent, adhèrent pour avoir plus de visibilité, pour faire la promotion, pour être plus visible, pour faire plus de business, c'est la motivation première. Donc ça, c'est ce que les collègues ont appelé les acteurs passifs. C'est-à-dire que ceux-là, ils sont juste là pour essayer de tirer quelque chose du système, mais pas vraiment pour mettre de l'input dedans. Et puis de l'autre côté, il y a les acteurs actifs qui sont encore une fois beaucoup moins nombreux. Et eux, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Ils essayent de développer des circuits courts avec les agriculteurs, avec les restaurateurs, avec les hébergeurs. Donc eux, ils sont effectivement à l'origine de micro-réseaux, et on verra en fin de présentation tout à l'heure un exemple aussi en Suisse qui est du même ordre, ce développement de circuits courts. Donc effectivement, le label, oui, pour des gens qui ont envie de faire du développement et qui se servent de label pour dire on va créer quelque chose. Mais non, parce que globalement, le label, c'est plutôt fait pour faire plus de business. Alors j'espère que vous aurez identifié que nous avons un peu fait l'inverse du 20h, c'est-à-dire qu'on a d'abord monté les bonnes nouvelles, pour que les représentations ne soient pas qu'au bout de 20 minutes, on se dise « mon Dieu, que le monde va mal ». Mais il est important, de manière critique, d'aborder les freins.
Et là, on se trouve face à une situation complètement paradoxale, puisqu'on vous a révélé que la demande première est de la relation, et au fond, le premier frein, c'est la relation. Et donc, ce qui ressort, en termes de manière plus qualitative, c'est qu'il y a clairement un manque d'échange, un manque de transmission d'informations et de communication entre les acteurs. Et donc ça amène à une notion de statu quo. Donc on est dans une dimension presque un peu folle en disant, au fond on voit bien qu'aujourd'hui tout le monde parle d'innovation, bouger et tout, mais au fond ce qu'on recherche c'est surtout pas modifier quoi que ce soit. Et donc là, quand on va chercher après la compréhension de ce maintien du statu quo, ce qu'on voit c'est que la notion d'indépendance qui est maintenue. En restant indépendant, au fond, on est sûr de ne pas perdre ses acquis, on est sûr de ne pas modifier ses intérêts, et donc là, il y a une véritable opportunité, j'allais dire, pour faire un développement. Ah, on est déjà ensuite. Et donc là, c'est la belle application. Quand on regarde les aspects structurels et organisationnels, la structure, au fond, c'est quoi ? De manière conceptuelle, c'est ce qu'on va construire pour rendre les choses pérennes. Et on voit ce matin que quand les structures pètent, on est souvent dans le noir et ça peut être embêtant. Or là, en termes de structure dans les réseaux, des acteurs qui ne sont pas dans les réseaux, ce qui ressort, c'est le manque de temps. Donc là aussi, on dit c'est urgent, il y a priorité, mais au fond, on n'a pas de temps. Donc il y a toute la notion d'approche par rapport à la priorisation et cette notion de disponibilité. Et puis ensuite, quand on prend le frein organisationnel, au fond, une organisation, c'est quoi? C'est la manière avec laquelle on va développer des types d'interactions. Et là, on voit que ce qui est recherché, ce qui est démontré, c'est qu'il y a peut-être à réfléchir sur des organisations qui soient moins verticales. Au fond, ce que évoquent les acteurs, c'est que plus les organisations vont être hiérarchiques, plus il va y avoir des freins dans la transmission des informations, et rebelote, on va voir qu'on arrive à des manques d'informations et de transmission, comme on l'a évoqué. Donc Arnaud va maintenant nous commenter la perception des freins par les acteurs qui sont dans les 6 réseaux. Alors, quand on observe de près la composition des 6 regroupements, on s'aperçoit que la dimension de manque de temps et la dimension de disponibilité, elle est loin d'être centrale et d'une certaine façon, elle s'apparente à une idée préconçue chez les gens qui ne font pas partie des réseaux, dans la mesure où on observe au sein de ces regroupements un certain nombre d'acteurs qui sont très occupés par ailleurs, que ça soit au travers de leurs activités professionnelles ou que ça soit au travers d'appartenances multiples à d'autres types de regroupements. Je ne vais pas faire de la provocation en vous disant que finalement les acteurs qui s'impliquent le plus sont ceux qui sont le plus occupés, mais je crois que s'il faut choisir une position caricaturale, on est plus près de ce pôle-là que du pôle qui est projeté au mur. Je vais vous prendre un exemple pour donner un petit peu de chair à tout ça. En travaillant sur une Lyon, on a eu l'occasion de rencontrer la directrice du centre commercial de la Part-Dieu. Pour vous donner une idée, c'est entre 4000 et 5000 salariés. Et elle est ambassadrice pour une Lyon et elle se rend de façon régulière aux apéritifs ambassadeurs parce qu'elle apprécie d'y faire des rencontres informelles. Je pense qu'elle a des journées suffisamment chargées pour s'affranchir de ce genre de contraintes. Je profite de l'exemple pour rebondir sur le deuxième cercle rouge qui fait état d'une forme d'entre-soi, et il faudrait qu'il y ait une forme d'entre-soi entre professionnels du tourisme pour que les regroupements fonctionnent. En fait, l'examen des 6 regroupements, des 6 réseaux montre que c'est quand on a des profils divers, quand on a une variété d'individus qui viennent d'horizons différents, que la fécondité est la plus grande et que les réseaux en tirent une grande force. Si je reprends l'exemple de ce qui se passe à Aulnay-Lyon, la présence de la directrice du centre commercial de la Part-Dieu montre bien que à Aulnay-Lyon, ils ont cherché à comprendre l'attractivité sous de multiples pans, c'est-à-dire qu'ils font en sorte que l'attractivité économique de la ville soit renforcée par une attractivité résidentielle et que ces deux attractivités renforcent elles-mêmes une attractivité touristique. Donc ils jouent sur plusieurs leviers et ces leviers s'alimentent les uns les autres. Dernier frein,
relationnel, et là on a véritablement une rupture dans les représentations. Au fond, il y a cette formulation qui est évoquée par les acteurs, qui est l'individualisme. Au fond, donc ce qu'on observe, et si on met ça en lien avec tous les autres résultats, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les acteurs ont des représentations biaisées par rapport à ce que font les autres. Et que les autres, comme on est dans de la concurrence, eh bien, ce sont des potentiels piqueurs de touristes. Et donc là, on doit mettre ça en lien avec la notion de leader qui a été évoquée avant. Et une petite analyse montre que dans le domaine du tourisme, les acteurs sont très forts en communication externe. Marketing et autres, ça on sait faire. Par contre, il y a un gros problème sur la communication interne. Transmission d'informations, partage des savoirs, de sorte à pouvoir prendre une analyse critique et essayer de développer ensemble des connaissances. Je pense que Roland peut peut-être ajouter quelques points sur les 6 réseaux étudiés, sur la communication. Oui, très globalement, on retrouve un peu ce schéma-là, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des choses très performantes qui sont faites en termes de communication externe. Alors on pourrait dire structure par structure, réseau par réseau, etc. Et souvent avec un investissement fort. Alors ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a quand même tout un ensemble de réseaux où il y a une communication interne qui est développé. En tous les cas, c'est un levier qui est vraiment travaillé. Alors, communication interne, ça passe effectivement par une mise en réseau d'informations qui peuvent être pertinentes pour les uns et pour les autres, avec aussi un travail réflexif par rapport à cette information, hein, c'est-à-dire que l'information qu'on diffuse qui nous semble pertinente, est-ce qu'elle est aussi pertinente pour les partenaires? Est-ce que ça permet d'avoir des points de repère ensemble? Et éventuellement, est-ce qu'il faut communiquer ensemble sur cette chose-là, ou est-ce qu'il faut travailler sur autre chose? Il y a quelque chose qui est aussi important, c'est qu'en termes de communication interne, il y a une dimension qui est informationnelle qui est importante, c'est essayer de mettre les projets, les initiatives sous monitoring, hein, en essayant de regarder de très près ce qu'on est en train de mettre en place, ce qu'on est en train de faire, pour pouvoir réagir, pour pouvoir être réflexif, pour pouvoir modifier un certain nombre de prestations, de manifestations, etc., y compris en envoyant des gens sur le terrain. Avec Véronique Favre-Bonté, on a travaillé sur le réseau du Val, et par exemple l'été, notamment pour les 2 mois de manifestation du voyage à Nantes, en fait il y a tout un ensemble d'éclaireurs qui vont sur le terrain, regardent si telle ou telle activité artistique est proposée, est-ce qu'elle marche, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça a du sens, et chaque jour il y a des retours. Il y a des retours qui sont faits pour dire, voilà, cette sculpture, les gens ne comprennent pas. L'accessibilité à telle ou telle heure, ça ne marche pas. Le message qui est fait passer par tel ou tel artiste, ça ne marche pas. Donc, comment on peut rectifier? Alors, bien évidemment, ça ne marche pas tout le temps, c'est-à-dire que la réactivité n'est pas possible, on n'arrive pas à modifier une œuvre comme ça, on n'arrive pas à modifier un parcours comme ça, mais il y a bien cette intention-là, et c'est quelque chose qui est tout à fait important, et je dirais que c'est assez exceptionnel. Enfin, moi, pour ma part, j'ai trouvé ça assez exceptionnel parce que dans plein d'entreprises, voire même dans plein d'universités, on n'a pas encore accédé à ce niveau de communication interne. Du moins, ce qui vaut de communication interne, c'est une espèce d'appropriation, d'adaptation un peu obligée, un peu nécessaire, d'une communication externe, générale, qui vient d'en haut, mais qui n'a pas forcément intégré des éléments informatifs qui pourraient être pertinents à l'échelle où les acteurs travaillent, dans les situations dans lesquelles ils sont pris. Merci pour cet éclairage extrêmement intéressant. Du point de vue de la communication avec les réseaux suisses. Oui, donc on voit qu'au niveau des éléments qui sont, disons, les obstacles qui sont franchis grâce à l'appartenance au réseau, on a la confiance réciproque qui est extrêmement élevée entre les partenaires, qu'on n'a aucun qui mentionne cela comme en étant en désaccord avec cet élément-là. Donc on a près des 3/4 des membres de réseau qui sentent une confiance dans leurs partenaires, c'est un élément très intéressant. De même, au niveau de la collaboration, ils sont vraiment prêts à s'engager sur le long terme. Donc ils voient vraiment leur appartenance dans un réseau comme un outil vraiment durable dans le temps. Maintenant, par contre, au niveau des faiblesses qu'on a pu relever, donc Roland a beaucoup parlé de la communication interne, donc c'est aussi un point qui revient. Donc, il y a quand même, ça coince encore. Donc on a dans les freins, la communication interne apparaît, enfin la communication en général. Dans le fonctionnement des réseaux, elle apparaît comme étant
assez bonne sur les réseaux français, en tout cas au niveau assez élevé. Mais au niveau suisse, on n'a pas seulement de problème, surtout c'est au niveau pour arriver sur les derniers éléments du réseau. Donc on a des problèmes un peu dans le suivi, la régularité de la communication, et aussi au niveau des informations entre entreprises sur leurs activités propres. Et on a un exemple un peu comme ça, symbolique de Suisse Mobile, dont certains membres n'ont même pas conscience de faire partie du réseau. Donc c'est aussi dû à la structure de ce réseau, mais c'est quand même assez intéressant à relever. Alors, à tous les acteurs, enfin pas tous, mais une partie des acteurs qui ont été interviewés dans les réseaux, on leur a posé la question finalement, qu'est-ce que ça vous a apporté un réseau? Qu'est-ce que ça vous apporte? Et là, on a Christian qui a fait tout un travail de synthèse sur les 6 réseaux qui ont été étudiés. Oui, donc ce que vous avez là, c'est une échelle, hein, donc 6 c'est que c'est très important, 3 c'est moyen, et vers 1 ça commence à l'être beaucoup moins. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on a des accords sur un certain nombre de critères. Attractivité, promotion, on est haut. Et tous les acteurs de tous les réseaux sont d'accord pour trouver ça important, avec Vignoble et Découverte qui est toujours un peu bas. Hein. Pareil pour l'apport d'une clientèle, tous les acteurs qu'on a interrogés disent qu'il y a un apport important, donc un impact fort. Là aussi, on a encore Vignoble Découverte un peu bas. Après, offre touristique, regardez, les choses se décalent. Ça veut dire que les réseaux suisses, les effets déclarés sont importants, alors que pour les réseaux français, on plonge avec Vignoble et Découverte qui est en perdition. Donc on a les Suisses qui ont compris que le réseau apportait de la stratégie, les aider à définir des choses là-dessus. C'est quelque chose où il semble qu'on ait encore du travail côté français. Donc ça je pense que c'est vraiment cette dissociation un résultat important. Hein. Alors, quand on dit le réseau permet de développer l'offre, permet de développer la clientèle, en fin de compte, c'est plusieurs questions et on vous a pris ces 2 exemples pour vous voyez les questions qui ont été posées aux acteurs. Donc là, c'est la même chose, hein. On est côté français, ce sont des impacts déclarés par les gens qu'on a interrogés. Donc concernant l'offre en haut, concernant la clientèle en bas. Donc l'offre, ce qui est perçu important, ça permet un renouvellement, surtout pour Only-Lyon, hein, qui est violet, des développements de nouvelles activités, des circuits courts et un peu moins des actions de diversification. Et pour l'apport d'une clientèle, donc là on a un peu plus précisé, donc l'apport d'une clientèle nouvelle, donc qui permet une hausse de la clientèle totale, la fidélisation de la clientèle existante et puis un peu moins de score sur l'accès à de nouveaux marchés, ce qui pourrait être une forme de stratégie. Hein. Donc vous avez vu que côté suisse, tout à l'heure, il y avait des effets sur la stratégie, des effets du réseau sur la stratégie, donc on va expliciter un petit peu plus avec Julien sur ce que ça veut dire pour les Suisses, qu'apporte un réseau en termes de stratégie. Oui, donc on constate que pour les réseaux suisses, on a en général donc sur nos résultats la moitié des membres de réseau qui constatent que le réseau permet de stimuler la diffusion de l'innovation et du savoir et aussi de mutualiser les connaissances. Donc il y a vraiment un aspect au niveau du fonctionnement, au niveau du savoir, de l'apprentissage et de l'innovation, donc des secteurs des aspects qui sont extrêmement importants pour le fonctionnement et le futur des entreprises. Ensuite, au niveau régional, donc on a les réseaux qui aussi permettent de fortes retombées sur la communauté locale. Donc là, on est à peu près sur des proportions de 2/3 de membres qui vraiment s'engagent dans les réseaux et sentent que ça apporte de retombées sur la compétitivité générale de la région. De même, ça renforce la durabilité au sens du développement durable, donc le social, économique et environnemental. Donc ça, c'est très prégnant dans les réseaux suisses, c'est-à-dire qu'il y a un engagement, donc les réseaux ont souvent un objectif de développement durable et le réseau soutient vraiment la mise en place du développement durable et le renforce.
Oui, je ferai juste un petit commentaire sur ces deux points très importants. C'est qu'on se rend compte, pour travailler avec des professionnels suisses et français, que les professionnels suisses sont beaucoup plus enclins à l'information et au partage de connaissances que les professionnels français. C'est-à-dire qu'ils ont des réseaux d'activités où vraiment il y a des temps forts, je pense à Redzi par exemple sur le thème et autres, où il y a vraiment des processus de formation pour les acteurs qu'on n'a pas le pendant en France, on va dire. Et puis sur la durabilité, ben, c'est une porte ouverte. Effectivement, les Suisses sont beaucoup plus enclins à tout ce qui est développement durable, ils sont beaucoup plus en avance que nous. En particulier sur les processus de mobilité, et ils utilisent les réseaux comme levier de mise en œuvre d'une politique de développement durable. On est très loin de ça. Alors pour résumer cette première partie, on vous a mis quelques mots-clés. Voilà, la première chose, le premier mot-clé, c'est qu'un réseau, c'est une attractivité plurielle. Ça a été dit, redit, le tourisme, on ne peut pas développer une attractivité d'un territoire rien qu'autour du tourisme et qu'à partir du tourisme. Comme ça a été dit dans les réseaux qui ont été étudiés, c'est plutôt, ça vient après, et juste pour info, Only Lyon, on voit une marque extrêmement touristique aujourd'hui. Only Lyon, c'est le bar en 75 qui veut développer et positionner Lyon comme capitale européenne d'un point de vue économique. Et aujourd'hui, un des problèmes d'Only Lyon, c'est que le tourisme a complètement pris le pas sur cette activité économique, et que jusqu'à ce que les Lyonnais ne se reconnaissent plus dans leur ville telle qu'elle est véhiculée pour les touristes. Donc ça c'est important, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est révéler et valoriser le potentiel régional auprès des acteurs. Alors ça, on a commencé les concertations d'acteurs sur tous nos territoires partenaires, et on se rend compte que les acteurs, ils n'ont pas conscience, quelquefois, de tout ce qu'ils ont sur leur territoire, la richesse de leur territoire. Comme ça a été dit aussi, ils n'ont pas conscience de leurs frontières, c'est-à-dire que quand on leur donne une carte et qu'on leur dit dessiner leur territoire, ils sont 20 autour de la table et il n'y en a pas un qui vous dessine le même territoire. On dit, ah bon, on ne doit pas être au même endroit. Donc c'est vraiment un vrai problème de repositionnement des acteurs au sein de leur échelle spatiale, mais aussi du potentiel de cette échelle spatiale. Et troisième point qui est extrêmement important, c'est à un moment donné d'amener les acteurs à se décentrer de leur propre activité, c'est-à-dire et une des façons de les amener à se décentrer de leur propre activité, c'est de leur faire prendre conscience de ce qu'ils peuvent apporter au collectif. Donc ça c'est quand même extrêmement important, et on n'est pas du tout non plus dans ce type de démarche vraiment aujourd'hui. Provoquer la rencontre, on a dit, l'humain est au cœur des réseaux, l'humain à tous les niveaux, donc il faut trouver des moyens. Par exemple, dans Vignoble et Découverte, c'est ressorti très très fortement, il n'y a pas de commun. Il n'y a pas de commun. Le commun, c'est quoi? C'est au moins un endroit où on peut se rencontrer, c'est au moins une plateforme commune d'outils qui sont à la disposition. Et en particulier, il faut penser que le tourisme vit avec de multiples petits acteurs qui font tout. On prend l'hôtelier du coin, je ne citerai pas, il fait tout, il fait les petits déjeuners le matin, il fait l'accueil, il fait le ménage, il change les lits, enfin il fait tout. Et donc, à un moment donné, ces petits acteurs, cette multitude de petits acteurs, qui, pour le coup, répondent de plus en plus aux attentes de clientèle, qui veulent du contact, qui veulent du partage, qui veulent échanger, ben, ces petits acteurs, ils sont complètement sous le niveau de l'eau parce qu'il faut qu'ils gèrent leur site internet, parce qu'il faut qu'ils gèrent leur planning de réservation, qu'il faut qu'ils gèrent leur comptabilité. Et des communs à disposition de ces petits acteurs, c'est vraiment quelque chose qui permettrait, encore une fois, de les valoriser et de leur permettre de... On peut peut-être travailler et prendre un petit peu de recul par rapport à ce qu'on fait. Donc créer des liens avec des espaces, des projets communs qui regroupent des individus, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis enfin, dernier point, tout ça il faut l'orchestrer. On a vu la notion de leader qui a été un petit peu discutée. L'image qu'on a décidé de vous présenter, c'est un orchestre, il a un chef d'orchestre. Là, c'est sûr, il a des solistes. Mais si vous mettez les solistes sans le chef d'orchestre, ça ne marche pas. Et les solistes, ça ne suffit pas pour faire l'acteur. Il faut aussi tous les autres accompagnants, les seconds violons et ainsi de suite. Et en fin de compte, ce qui est vraiment important, c'est ils ont beau être très bons tous, ils passent des heures et des heures à répéter ensemble. Et c'est ce qui va donner à la sortie la qualité de leur production. Voilà, c'est un petit peu l'image qu'on pourrait donner au niveau du tourisme, c'est-à-dire qu'on a quelques phares de lance sur chacun des territoires, mais il faut en même temps mettre en musique tout le territoire. On ne peut pas se contenter d'avoir, je ne donnerai pas de nom, mais d'avoir simplement un symbole avec une seule structure. Donc on va passer maintenant à la deuxième partie de cette présentation qui va plus concerner l'organisation des réseaux. Pour ça, je vais donner la parole à Manu Franière, qui va vous expliquer un petit peu
les liens du réseau via Internet. Voilà, alors je vais rebondir sur ce qu'a dit Annie. Pour que cela fonctionne, il faut orchestrer ces réseaux et aussi rebondir sur ce qu'a dit Carole ce matin, il faut d'abord les modéliser pour ensuite développer des stratégies cohérentes franco-suisses pour développer la région. Alors ici, on vous montre une petite vidéo. Vous connaissez très certainement les arbres généalogiques où depuis notre propre personne, on essaye de remonter à nos parents, grands-parents, etc. Ici, on va faire le contraire. On part d'un site touristique, on va aller vers les enfants, les petits-enfants, etc. Et on va tisser une sorte de réseau. Et là, vous voyez ce qui apparaît. On est parti de l'arrière-grand-père, on va vers les enfants, les petits-enfants, etc. Et ça nous donne un réseau et une structure apparaît. Et on va essayer d'analyser ces structures. Voilà, donc l'arrière-grand-père, c'est par exemple le site de Vallée de Silence. Et puis après, on va aller voir quels sont les liens avec les autres sites de Vallée de Silence. Puis après, on va aller voir quels sont les liens des autres sites qu'on avait avec encore. C'est pour ça qu'on vous a choisi de vous présenter l'arbre généalogique. On part du grand-père, on remonte au père, on remonte aux enfants et on remonte aux petits-enfants pour voir un petit peu comment les liens via, je répète bien, les sites internet se sont développés. Et voilà ce qu'on obtient sur les 6 réseaux qui ont été étudiés. Alors vous voyez différentes structures apparaître. On dit qu'il y a, en termes de structure, il y a 2 grands principes. Vous avez la structure suisse mobile, qu'on appelle distribuée, qui est totalement atomisée. Et puis vous avez également la structure en Lyon, où là on appelle ça une structure centralisée, vous voyez, c'est très hiérarchique. Et puis toutes les autres structures, ce sont des structures hybrides. Alors peut-être un petit mot, Roland, sur la structure en Lyon. Non, Alors, quand on regarde comment fonctionne le million, on s'aperçoit que c'est quasiment un type parfait. Je crois que la rondeur le montre bien. Et ce qu'on peut observer, c'est que chacun des bouquets, en fait, représente un des partenaires d'un million. Et en plein centre, là où vous avez le noyau, finalement, c'est l'organe vraiment décisionnel d'un million. Et donc, vous voyez les branches qui partent vers les partenaires. Et ensuite, si on descend d'un niveau, mais je pense que Manu va nous l'expliquer, les petits points qui sont clairs au bout des bouquets sont des acteurs. Alors, on a dit cette structure atomisée, elle a pour avantage qu'elle va être très solide. Par contre, en termes d'orchestration, ça ne va pas être idéal. Si on prend en Lyon, on a une structure très centralisée. Donc en termes d'orchestration, ça va permettre de mener des actions, d'aller très rapidement. Par contre, ça va être un réseau très fragile. Si vous avez des questions, il vaut mieux, on n'est pas très nombreux, donc... Il y a une question de dire pourquoi il est fragile, monsieur. Pourquoi il est particulièrement fragile au million Parce qu'il est centralisé et que quand on regarde, toutes les activités de million, ça va être commencé après, partent du centre. Donc ça veut dire que ce centre, c'est un groupe d'acteurs, c'est une poignée d'ailleurs, hein, c'est pas tant que ça au départ, tout là. Et que s'il y a un conflit au sein de ce centre, toute la structure tombe par terre. Alors qu'un réseau qui est distribué en haut, qui est beaucoup plus diffus, mais qui du coup a une mobilité spatiale, on va dire, d'ailleurs, on va vous les commenter maintenant, mais le réseau Suisse Mobile, les acteurs de Suisse Mobile disent il nous manque des fois un pilote, on ne sait pas trop à qui s'adresser. C'est tellement diffus que... Voilà. Oui. C'est peut-être beaucoup mieux avec un micro. Si vous supprimez la structure centrale, il n'y a à Only Lyon, je pense, que peu d'acteurs capables de prendre le relais. C'est-à-dire de réorganiser quelque chose qui redonnera cette qualité de lien-là. Dans les réseaux qui sont décentralisés, là, vous avez beaucoup d'acteurs qui peuvent reprendre ça. Alors, ouais, c'est pas tout à fait le cas sur un million, mais... On en reparlera parce que ça va dans les deux sens. On va en parler, mais comme il y a finalement assez peu d'acteurs qui sont très solides dans cette dynamique, il y a facilement un acteur qui pourrait reprendre à son compte et la dynamique pour la développer. Donc il pourrait y avoir un switch
pour faire si vraiment la structure centrale était défaillante. C'est pour ça que je posais cette question. Cette forme-là, c'est pas complètement... Comment? On pourra le trouver sur la carte. Voilà, on le voit sur la carte. Voilà. Peut-être on va voir par la notion de hub, ces notions de vulnérabilité. On verra après. Ouais. Je termine sur les 3 réseaux. Donc là, le parti qu'on a pris, c'est de dire qu'il ne faut pas donner plus de poids à ces représentations graphiques qui, encore une fois, représentent les liens entre les sites Internet et les graphes qui se forment via ces liens. L'idée que maintenant on va vous proposer, c'est sur 3 exemples de réseaux, de faire le lien entre ce qu'on voit via ces liens Internet et puis toutes les enquêtes qui ont été faites, des enquêtes très lourdes, des fois 2h30 d'entretien avec certains responsables, donc des enquêtes très très lourdes qui ont été faites qualitatives et qui vont faire le pendant entre ce qu'on voit, cette représentation graphique, et puis en fin de compte, comment sont organisés ces réseaux et comment ils tournent. Donc, on va commencer par Only-Lyon avec Arnaud. Oui, alors finalement, je vais peut-être apporter un léger bémol par rapport à ce qui a été dit jusque-là, mais si on reprend nos branches et la façon dont elles lient le cœur et les bouquets, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il n'y a pas de lien univoque. C'est-à-dire que Only-Lyon a beau être un réseau très centralisé, l'information ne va pas que dans un sens. C'est-à-dire qu'elle ne part pas tout le temps de l'organe central pour aller en direction des partenaires. Only-Lyon est une démarche partenariale et on pourrait imaginer que les 3 bouquets qui sont en bas à gauche ont monté ensemble une action de promotion sur un terrain qui leur est commun. Et donc, du coup, ils vont faire remonter l'information en direction du centre qui va la diffuser. Donc, Only-Lyon, c'est aussi une caisse de résonance formidable pour toutes les actions des partenaires. Le voyage à Nantes. Alors, le voyage à Nantes, c'est un ensemble qui est un petit peu hybride, hein, parce qu'il y a à la fois une dimension relativement centralisée et à la fois une dimension distribuée. Alors, très concrètement, la dimension centralisée, on la retrouve physiquement avec l'institution qui est le voyage à Nantes, qui est un organe un petit peu central, hein, qui se situe dans un bâtiment emblématique qui est l'ancienne biscuiterie de Nantes. Voilà. Donc ça, c'est le réseau centralisé qui fait une partie du travail en termes de développement d'activité, en termes de communication, etc. etc. Mais cet organe central, en fait, comme je le disais tout à l'heure, il a créé des ponts avec des sous-organisations qui elles-mêmes ont tout un ensemble de partenaires qui tournent autour. D'accord ? Ce qui fait qu'à la fois c'est centralisé et à la fois c'est distribué. Alors la raison d'être, c'est quoi ? C'est que dans ce réseau-là, le plus important, c'est d'arriver à créer une dynamique qui soit pérenne dans le temps. Et le fait de jouer à la fois sur un noyau central très structuré et à la fois sur des différentes sous-organisations, eh bien ça permet de réactiver en permanence. Et c'est pour ça qu'un des objectifs de ce réseau, c'est de créer de nouveaux ponts tout le temps. Alors par rapport à la question des forces qui peuvent être présentes à un moment donné, le problème qui se pose au voyage à Nantes, qui se pose de partout, c'est qu'il y a un certain nombre d'initiateurs, il y a un certain nombre de souffleurs de braise qui aujourd'hui sont sur le point de partir. Il faut en trouver d'autres, il faut être capable de retrouver des acteurs qui vont redynamiser en permanence. C'est-à-dire que le réseau, il a du sens dans son existant actuel, mais le réseau, c'est celui qui permet d'avoir une projection pérenne dans le temps. D'accord ? Et c'est pour ça qu'il y a à la fois une structure, on va dire centrale, qui pilote ça, mais à la fois tout un ensemble de sous-organisations dont le nombre peut être potentiellement illimité, mais qui sont là pour assurer le caractère dynamique, mouvant et créatif de ce réseau. Oui, donc je rebondis sur la partie noyau qui est vraiment très évidente dans Only-Lyon et plus nuancée, on va dire, dans la partie voyage à Nantes. Le noyau en général, lui, c'est lui qui chef d'orchestre. C'est-à-dire que c'est lui qui va déterminer les finalités, qui va déterminer les moyens, qui va essayer de réguler un petit peu tout ça. Hein. Donc il faut bien penser ce côté noyau central, pas seulement les hiérarchies au sens centralisé, autorité, mais aussi je pilote mon ensemble. Je vais rajouter pour un million qui était important. On va terminer par Relais Excellence.
avec une configuration un petit peu particulière. Manu, tu veux nous la commenter? Oui, alors vous voyez, vous avez au milieu, vous avez ce qu'on appelle des hubs, ce sont des carrefours, des relais. Et puis on a quasiment deux mondes, deux réseaux, un à gauche, un à droite. Et là, on est typiquement dans une structure hybride qui peut présenter des avantages, mais aussi des dangers. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que le hub qui est au milieu, là, c'est le site de Vallée Excellence. C'est-à-dire que c'est deux mondes qui sont séparés, c'est une courroie de transmission, et c'est Vallée Excellence qui fait le lien entre ces deux mondes. Tout passe par Vallée Excellence pour ce qui peut, à un moment donné, rejoindre ces deux mondes séparés. Alors on va venir justement sur qu'est-ce que c'est qu'un hub. Alors un hub, c'est un carrefour. Roland a parlé de souffleur de braise, d'insuffleur. C'est des acteurs, ça peut être un petit artiste, ça peut être un petit entrepreneur, mais qui va amener énormément au réseau. Et on peut calculer des indices qui nous permettent de détecter ces hubs et surtout l'importance de ces hubs. Alors là, vous voyez, on en a détecté un. On va faire un zoom grâce à ces indices. Voilà, donc un hub, c'est on va d'un point A à un point B et tout le monde passe par ce point. C'est un passage obligé pour tout le monde. Donc c'est ça qu'on appelle un hub. Et donc là, c'était Swiss Mobile et on est allé plus loin, on est allé voir qui est derrière le hub avec une autre forme de logiciel. Alors à partir d'un site suisse, on voit 80 portants. Ce sont des cantons en Suisse, on appelle ça des cantons, des régions, Argovie, Zug, Soleure, mais également un site global suisse qui s'appelle myswitzerland.com. Et à l'intérieur de ces hubs, vous avez des sous-hubs. Donc on va faire un zoom à l'intérieur de ce hub. Voilà, donc vous avez bien compris, tout à l'heure on avait cette espèce de petit chou-fleur ou de fleur, on peut dire ce qu'on veut, ça ressemble plutôt à un chou-fleur. Et donc avec un autre type de logiciel, on arrive à identifier qui sont dans ces choux-fleurs. Et sur cette partie-là de Swiss Mobile, je vous rappelle que Swiss Mobile c'est un programme qui fait toute la Suisse en mobilité douce, on voit qu'il y a des cantons qui ressortent, qui sont vraiment extrêmement actifs et qui sont des sous-réseaux, on pourrait dire, de ce grand réseau de Swiss Mobile. Et comme l'a dit Manu, il y a dans ces sous-réseaux un qui est très important, qui est un portail touristique qui s'appelle MySwitzerland. Dans ce réseau MySwitzerland, il y a encore des sous-réseaux qui existent, et entre autres, il y en a un qui s'appelle Jurabel, et qui est une chambre d'hôte. Donc pour aller plus loin dans la démarche, on est allé faire des entretiens qualitatifs avec la personne qui est derrière Jurabel, la personne qui a monté Jurabel et qui développe Jurabel, pour voir un petit peu comment elle s'organise. Alors, comme a dit Julien, ce qui est déjà intéressant, c'est que cette personne qui est un insuffleur, qui est un souffleur de braise, il a un rôle très très important d'animateur, mais il n'en est pas conscient. Alors, quels pourraient être les dangers? Cette personne peut-être dans 3 ans part à la retraite, et du coup, ce carrefour nécessaire pourrait disparaître. Alors, à partir des analyses de terrain qui ont été faites, on peut identifier des mots. En fonction de la largeur du mot, ça donne l'importance. Et puis on parle de gens, de maisons, de venir, etc. Et on arrive à faire du sens grâce à cette analyse qui combine le terrain avec cette modélisation des réseaux. Oui, en particulier sur cet exemple qui est intéressant, c'est que on voit que cette personne fait le lien entre client, local, bio, acheté, c'est-à-dire qu'il s'est créé autour de son activité un micro-réseau autour de circuits courts. Et donc par ces entretiens, encore une fois, qui ont quand même été assez conséquents, et par l'analyse des mots et de son discours, on arrive à voir un petit peu tout le réseau que s'est créé ce teneur de chambre d'hôte, donc qui est un micro-réseau dont il n'a pas conscience. Il n'a pas conscience que lui, il a fait un micro-réseau, et que ce micro-réseau va alimenter le grand réseau. Donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant et important, parce que ces différents outils, ils nous permettent d'identifier finalement les souffleurs de braise, je reprends l'expression de Roland qu'on a tous repris, ou les faiseurs de cendres. Et en particulier, quand vous avez ces hubs, si la personne qui est au cœur du hub, au cœur de l'organisation, et au cœur de ce hub, pour une raison ou pour une autre, arrête son activité, toutes les branches qui sont ramifiées par ce hub tombent. En tout cas, sont très fortement fragilisées. Ils ont perdu un petit peu leur pilote.
Est-ce qu'on a la proportion de ces souffleurs de Brest par rapport à la quantité d'interactions qu'il y a? Ils représentent quoi? Ils sont nombreux? Oui, alors on a des algorithmes, on a des indices qui sont calculés et qui nous permettent d'avoir, sur la base d'échelle, de faire ces classements et ces priorités. Et là, en l'occurrence, sur le réseau suisse, ils sont nombreux? Oui, alors ils sont nombreux. En Suisse, on a typiquement une structure très atomisée. La différence de la France, on a vu, c'est très centralisé. Et vous avez plein de ces petits entrepreneurs, ces petits artistes, ces petits acteurs, qui alimentent le réseau. Alors, avec le défaut que si un acteur tombe, un autre pourra prendre le relais, mais par contre, on n'a pas une vraie orchestration coordonnée. Mais à Onlignon, si j'ai bien compris, il y en a très peu alors. En fait, il y a pratiquement un problème de profondeur, parce que là, c'est en profondeur 3, si je ne dis pas de bêtises. Profondeur 3, donc grand-père, enfant, petits-enfants. Voilà, mais ça nous donne un bon indicateur, mais c'est pas assez précis pour Onlignon, parce que Onlignon, si vous voulez, avant d'être un groupement d'acteurs, c'est un regroupement de regroupements. Ce que je veux dire par là, c'est que Onlignon, c'est une démarche partenariale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et les gens qui ont été regroupés dans les institutions qui ont été regroupées dans Onlignon au départ, c'est la CCI, ce sont les chambres consulaires, ce sont les aéroports de Lyon. Donc c'est des institutions publiques et parapubliques qui elles-mêmes fédèrent déjà des acteurs. Donc je pense que pour avoir une claire conscience de Onlignon, il faudrait qu'on arrive à redescendre d'un ou deux niveaux pour qu'on voit quels sont les acteurs en chair et en os qui eux-mêmes sont plus dynamiques que les autres. Et pendant que j'ai le micro, je vais peut-être rajouter quelque chose, parce que là, on insiste beaucoup sur finalement les acteurs actifs, mais je crois que ce qui fait la force d'un certain nombre de réseaux et de regroupements, c'est le fait de continuer à tolérer des gens qui sont dormants, au moins temporairement. Et ces gens dormants, c'est des ressources latentes pour le réseau. C'est-à-dire que sous l'impulsion d'une occasion, sous l'impulsion d'un événement, ils vont se révéler être des gens porteurs. Et on a eu l'occasion de le voir à Onlignon, mais je pense que c'est le cas sur bien d'autres réseaux. Le fait qu'ils restent dans le giron du réseau, tout en n'étant pas proactifs pendant très longtemps, c'est aussi ça qui fait la force du réseau et c'est ce qui permettra d'alimenter les démarches à l'avenir. Je crois que Roland voulait ajouter quelque chose sur le bac. Oui, juste, non, c'était par rapport à la question, c'est que, par exemple, au voyage à Nantes, à partir du moment où on est tout le temps dans l'impulsion de créativité, je veux dire, il y a un nombre illimité de gens qui peuvent intervenir avec quelque chose qui est important, c'est qu'on ne vise pas forcément toujours la pérennité, c'est-à-dire qu'ils peuvent être dormants pendant un certain temps, mais ils peuvent aussi sortir, c'est pas très grave, c'est comme dans un foyer, il suffit d'alimenter en permanence et de faire en sorte que ça puisse être alimenté. Ok, alors pour conclure, quand même, ce que je voudrais dire, c'est que cet outil va nous servir de base, nous, sur la mise en tourisme transfrontour, pour savoir déjà les liens qui existent, les hubs qui existent, aller au cœur de ces hubs, voir un peu qui c'est qui est derrière, comment ils travaillent, et comment s'appuyer sur eux pour mettre en tourisme cette zone transfrontalière. Donc c'est, pour conclure cette première grande partie de la matinée, une première citation qui n'est pas nous, vous voyez les auteurs qui sont dessous, le tourisme a moyen de casser les barrières mentales pour créer un sentiment communautaire partagé. Transfrontour, la réussite de Transfrontour, elle passera par développer une identité commune, basée sur l'histoire et la culture. Vous voyez, entre guillemets, c'est des paramètres neutres, c'est-à-dire qu'on sort des paramètres administratifs, des paramètres politiques, parce que là on sait qu'on va droit dans le mur. Par contre, on a vu que les acteurs, ils ne sont pas du tout dans cette logique de culture commune, et en s'appuyant sur des leviers comme ça, qui sont sur des terrains neutres, on a un peu plus de chances d'arriver à les mobiliser, et sur le partage, bien évidemment, de ces fabuleuses ressources naturelles. La deuxième, c'est qu'au lieu de se focaliser sur les différences et d'être sur cette notion de concurrence, c'est au contraire capitaliser et rebondir sur les différences, les intégrer, les valoriser, dire mais oui, on est différents, mais c'est ça qui est bien. Et donc ça, c'est ce qui fera la richesse de cette destination transfrontalière. C'est développer des collaborations interdestinations. J'en vois dans la salle qui font partie des partenaires. C'est un facteur primordial. Il faut que chacun trouve sa place. On n'est pas là pour manger personne. On est là au contraire pour que tout le monde puisse trouver sa place. C'est aussi développer des outils de coopération et de mutualisation. En particulier, on a vu que la communication, même dans les réseaux qui tournent, c'est un vrai problème, la communication interne.
développer des projets innovants, trouver des sources de financement, avoir une politique de développement durable, c'est quand même quelque chose qui est important aujourd'hui. Et d'avoir adossé ce programme autour du Léman Express, c'est pas neutre. Hein. On est vraiment dans cette idée de mobilité. Ensuite, une gouvernance qui nécessite encore plus l'intégration des acteurs, bien évidemment, locaux, et des habitants, encore plus. Pourquoi je dis encore plus? Parce qu'ils ne sont pas avec la même culture, donc ceux-là, il faut vraiment leur donner la parole, il faut qu'on arrive à les mettre au cœur du dispositif, et je ne vois pas bien dans la salle, mais on a déjà commencé les concertations d'acteurs, et je vois Phil Envol, par exemple, tiens, qui pourrait témoigner, sur Annemasse Saint-Julien, les Monts de Genève qui viennent de se créer. Voilà, on part vraiment de la base pour faire un maillage tissé. Et bien Phil Envol, il dit oui, mais moi je connais un petit producteur, et le campanile, il dit ah ben oui, finalement peut-être que je pourrais faire mes petits déjeuners avec les produits du petit producteur. C'est comme ça qu'on est en train de travailler en ce moment, de faire un vrai travail de souris sur le terrain. Tout ça, ça nécessite quoi? Ça nécessite une gouvernance qui soit très souple. C'est-à-dire, voilà, il faut, et en termes de temps, et en termes d'espace, une approche qui soit multi-échelle. Et puis, on revient toujours à notre mot de prédilection, l'humain. C'est-à-dire qu'on a vu que c'était un vrai frein au travail au réseau, ne pas se connaître, avoir des idées préconçues sur les autres, les prendre comme un adversaire, comme un concurrent. Donc, comment, à un moment donné, on travaille, y compris sur des choses informelles, pour créer du lien. Et pour que les gens, du coup, se respectent un peu plus et aient envie de travailler ensemble. Donc ce matin, on a commencé à parler beaucoup des réseaux d'acteurs, mais ces réseaux d'acteurs, ils n'ont de sens que si à un moment donné, ils essayent de répondre à ce que vient chercher un client. Donc toute cette partie d'étude va vous présenter les attentes de la clientèle circulant dans la zone transfrontalière avec Chiara et Myriam. Donc pourquoi travailler sur les attentes de clientèle? On a repris une citation d'un auteur qui dit « Les destinations devraient être délimitées à partir des habitudes de consommation des touristes et non pas selon les frontières administratives conventionnelles. » Une autre citation d'un autre auteur qui dit « Satisfaire un client signifie avoir répondu à ses attentes » et qui dit aussi « Les attentes se forment à partir de son expérience personnelle et des informations qu'il a pu obtenir. » Et en fin de compte, les attentes d'un client, c'est un compromis entre ce qu'il désire et en fin de compte ce qui est possible au vu de ses expériences et au vu des informations qu'il a accessibles. Donc vous avez bien compris que cette zone transfrontalière, il y a un certain nombre de gens qui passent dans cette zone et qu'il fallait comprendre un petit peu ce qui va ou ce qui ne va pas pour les clients qui circulent. Alors, qui sont les touristes? Je vais laisser la parole à Chiara. Oui, donc déjà bonjour. Dans cette zone transfrontalière, on trouve à la fois du tourisme l'été et l'hiver, puis on a aussi un tourisme à la fois professionnel et puis de loisirs. Si on croise ces dimensions, on obtient à la fois, par exemple, des professionnels qui sont au séminaire au ski l'hiver avec leur entreprise, ou bien des skieurs particuliers, et puis dans les autres saisons, voire même parfois aussi l'hiver, on a des professionnels qui peuvent venir dans les nombreux salons organisés à la fois, par exemple, à Genève ou à Annecy. Et puis, bien entendu, tout le tourisme loisir dans la belle saison, donc printemps-été. Donc, vous voyez que finalement, cette zone transfrontalière, c'est le rêve de tout le monde. En station, on parle de tourisme 4 saisons. Eux, ils n'ont pas la question à se poser. Non seulement ils ont toute l'année, mais ils ont aussi une diversité de clientèle qui est quand même extrêmement importante. Alors, quelles sont les mobilités de ces touristes? Donc là, je vous présente une première approche qui sera ensuite reprise en détail. Vous voyez aussi ici tous les points de circulation des touristes, donc par exemple sur le tourisme d'affaires à gauche ou le tourisme d'été vu plutôt du côté suisse ou du côté français. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, c'est une mobilité transfrontalière qui est évidente. Ce qu'on a dit en début, c'est-à-dire que le touriste, il n'a rien à faire à la frontière administrative, c'est une réalité. Il circule. Il est possible d'éteindre la lumière pour qu'on puisse bien voir, s'il vous plaît. Alors là, j'appelle le technicien. Il est parti. Merci. Je peux continuer ou... Alors... Je sais rien, on se voit pas. Je vous gêne, les filles, devant moi. Non è un problema del mantenimiento, ma non si prende che la trovi. Non esce a me
Ah, c'est déjà mieux peut-être, non? Donc, la deuxième chose, c'est de voir. Faites attention qu'ils ne nous éteignent pas tout. Donc, la deuxième chose, c'est de voir comment finalement ils perçoivent la zone transfrontalière. Alors, on a fait, elles ont fait, parce qu'elles ont fait avec un certain nombre d'étudiants, et entre autres, il y en a qui sont dans la salle, une enquête sur la perception de cette zone transfrontalière par les habitants et par les transfrontaliers. Le résumé, c'est quand même pas terrible parce que c'est une mauvaise perception réciproque, à savoir que pour les Français, les Suisses sont froids, sont très cosmopolites, ils ont un niveau de vie très élevé. Pour les Suisses, les Français sont désorganisés, il y a certaines zones qui sont abandonnées, et un Français très franchouillard, c'est-à-dire qu'il faut chercher pour trouver quelqu'un qui parle autre chose que le français, et il faut chercher pour manger autre chose que du reblochon ou de la tome de Savoie. Je caricature, mais c'est quand même un petit peu ce qui ressort. Néanmoins, pour ces deux populations, il y a des choses qui sont communes. C'est-à-dire qu'aucune des deux n'a une perception de leur histoire commune. Tout à l'heure, on l'a dit, la frontière franco-suisse, elle est de 1815. Il y a une vraie histoire sur cette frontière. Il y a d'ailleurs un chemin qu'on a découvert en travaillant avec les Monts de Genève qui s'appelle le chemin du transfrontalier, du douanier. Un parcours du douanier. Donc, ils n'ont aucune notion, aucune perception de leur histoire commune, et ils n'ont aucune non plus perception des intérêts qu'ils pourraient avoir en commun. Par contre, il y a bien un truc que là, ils ont tous les deux en commun, c'est que la frontière administrative a un sens parce que tout le monde se paye les bouchons dans les deux sens. Donc ça parle. Il y a effectivement bien cette perception de la frontière liée, encore une fois, aux bouchons. Pour les touristes, cette zone, elle n'est pas transfrontalière. Pour eux, c'est la Suisse. C'est la Suisse, c'est le côté international de la Suisse, c'est un réseau routier très développé, des transports très efficients, je parle bien de la Suisse, et une région qui est quand même luxueuse, calme, chère, avec une monnaie différente. Étrangers hors UE, il y a quand même, je crois, 153 qui ira, quelque chose comme ça. Il y en a un certain nombre, hein, quand même. Oui, hors UE, c'est États-Unis et puis Asie, notamment. Voilà. Ils ne connaissent pas la France. La seule chose qu'ils connaissent, c'est le Mont Blanc. Et puis, enfin, dernier point, Genève. Genève est repérée comme une ville d'affaires, de business, peu touristique. C'est pas une ville touristique, si ce n'est un petit peu pour la culture, et c'est une ville qui apparaît difficile à traverser. Donc vous voyez que pour le touriste, la frontière, ce n'est pas une question forcément administrative, c'est plus une question liée aux usages et à ce qu'ils font de part et d'autre de cette frontière et des problèmes que ça peut leur imposer. En tout état de cause, on a un vrai problème. C'est comment de faire une zone touristique avec des gens qui ne s'aiment pas. C'est difficile ça. C'est un véritable enjeu, pour nous en tout cas, c'est un de nos enjeux majeurs, c'est-à-dire comment on va faire en sorte de développer, de faire en sorte que ce soit un flot pour le touriste qui puisse effectivement circuler, il veut des produits locaux, il va aller en Suisse, en France, il va circuler, mais avec des populations locales qui au départ ne s'aiment pas. Donc ça c'est quand même un de nos grands enjeux. Alors, on va passer à Chiara, qui va nous parler des touristes d'affaires. Voilà. Un petit focus sur cette typologie de touristes qui est donc assez nombreuse dans la zone, et notamment tous ceux qui viennent pour assister à des salons, soit à Genève, soit vers Annecy. L'enjeu principal en fait qui nous est proposé par l'étude de tourisme d'affaires concerne les infrastructures, et notamment donc les infrastructures de transport et d'hébergement. Et là, en fait, je vais souligner surtout là où il y a des tensions. Il s'agit notamment de la problématique du transport en commun, et notamment du train, notamment côté France. Alors qu'on a en Suisse un professionnel qui peut effectivement utiliser le train, en plus des services privés comme taxi ou Uber, autant en France on a vraiment une sorte de méfiance presque vis-à-vis notamment du train, avec tout ce problème des changements obligatoires pour arriver à destination, le fait que souvent la destination finale, si elle n'est pas située en centre-ville, du coup elle n'est pas joignable avec le train. Gros souci sur lesquels on reviendra également par rapport au tourisme loisir, c'est un problème de langue, d'informations qui sont données qu'en langue française, du coup problématique pour les touristes étrangers, et ensuite d'autres contraintes logistiques liées à l'existence ou pas
de billets qui peuvent être cumulés, les fréquences et les horaires. Quant à l'hébergement, on retrouve cette sorte de dichotomie qu'on a vue par rapport au côté France, côté Suisse, avec un côté France dans lequel on a des hébergements qui sont plutôt pas chers, notamment du côté juste au-delà de la frontière à Ferney, mais où il y a moins peut-être d'hébergements proposés adaptés vraiment à une clientèle d'affaires, donc plutôt haut de gamme. Alors qu'en Suisse, voilà, on a plutôt du haut de gamme, mais du coup plutôt cher. Un autre enjeu, mais qui reste secondaire par rapport aux touristes d'affaires, est celui de leur activité récréative. En effet, ces personnes ont des journées qui sont très bien remplies, notamment quand ils viennent par exemple visiter un salon. Et du coup, le soir, ils sont très fatigués. Tout ce qu'ils veulent, en fait, c'est finalement se détendre en allant dans un bar ou dans un restaurant. Et c'est là qu'en fait, d'un côté et de l'autre de la frontière, ils n'ont pas trouvé assez d'offres. Notamment aussi pas assez d'offres qui a des horaires assez flexibles, car eux, ils finissent assez tard. Et en plus, voilà, côté France, on l'a déjà un peu dit, il y a ce côté aussi très local. J'ai l'exemple voilà, d'un touriste d'affaires indien qui me disait moi je suis végétarien, je sors le soir, je ne sais absolument pas où aller manger, parce que voilà, partout où je vais, on propose que de la viande, etc. Voilà. Pour résumer un petit peu, voilà, ce touriste d'affaires, il faut le voir comme quelqu'un qui veut vraiment optimiser son temps et son énergie. Tout doit voilà, un petit peu tourner autour de ça. Donc, tout service, toute activité proposée doit absolument voilà, s'adapter à cette exigence d'optimisation. Donc maintenant, on va vous faire un focus sur la clientèle estivale qui peut être vous, moi, tout un commun qui se promène l'été. Alors, qui sont les touristes? Voilà, les touristes, c'est... on a eu plus de 1000 enquêtes faites sur le terrain, donc on a eu un peu moins de 1000 utilisables. Donc la première, c'est un couple, après avec des amis et une famille. Regardez que ces secteurs sont assez importants. Et finalement, et quelque chose qu'on devrait prendre en compte aussi, c'est les enfants de moins de 16 ans. Il y a beaucoup de retours qui nous viennent qu'il n'y a pas assez d'offres pour les familles, ou s'il y a, sont chers, parce qu'une famille, c'est une famille, et surtout quand on vient avec la famille élargie, avec les grands-parents. Donc ça, il fallait élargir aussi pour les enfants et les personnes seules. Là, il y a un besoin. La fréquence de séjour, typiquement pour les côtés français, la fréquence de séjour, c'est tous les 3 à 4 ans. Donc, il y a une fidélité, les gens reviennent. Dans les cas où il y a des résidences secondaires, évidemment, les gens viennent plusieurs fois par année, parce qu'ils viennent à profiter de sa propriété, de sa résidence secondaire. Après, c'est 20% des gens qui viennent pour la première fois, c'est surtout dans les hotspots, comme les châteaux de Gruyère, les châteaux de Chillon. C'est des gens qui s'offrent quand même les premiers voyages de leur vie en Europe. Donc c'est toujours la clientèle internationale hors Europe qu'on a individualisée. Donc on a besoin de renouveler et de diversifier, de renouveler parce qu'il y a des revenants. Parce que s'il n'y en a pas, si on a, on veut avoir plus. Et pour les faire venir, il faut renouveler. Sinon, voilà la même chose, voilà, ça ne va pas. Il y a aussi une diversification de l'offre, chaque fois. L'idée, en fait, ici, c'est vraiment de vous mettre en avant le fait que finalement, parmi les motivations principales, il n'y a pas forcément plein d'activités en nature comme on aurait pu penser, en fait. Finalement, ce qui intéresse les touristes, c'est aussi tout simplement de flâner en ville, de découvrir en fait un petit peu les villes. On a eu beaucoup également de visites d'amis et de familles. Au début, on pensait, bon, c'est un peu anecdotique puisqu'on avait commencé en phase qualitative, puis vous voyez, ça se confirme quand même en phase quantitative. Voilà, donc il y a quand même un élément important, c'est de tenir en compte le fait que
on n'a pas que des clientèles hyperactives au niveau des... Voilà. Et après, bien évidemment, il y a le côté baignade, vacances près d'un lac, mais vous voyez, c'est quand même assez relatif par rapport au reste. Nous avons essayé de montrer les flux touristiques. C'est-à-dire, grosso modo, on essayait de voir, plus que grosso modo, on essayait de voir quels sont les endroits que les gens visitent en même temps, c'est-à-dire dans le même parcours. Et pour ça, on appliquait des méthodes mathématiques très semblables, de la même nature, de ce que vous avez vu dans la session précédente. Je dois dire que je travaillais avec les soutiens de Rodolfo Baggio de l'Université de Bocconi, qu'il a partagé son œuvre. Est-ce que je peux venir en arrière parce que je peux expliquer ce que je voulais dire? Voilà, donc on a posé 4 questions. Dans quelle localité avez-vous dormi? Quel endroit vous avez visité dans votre séjour? À quel endroit vous allez? Et le lieu de l'enquête. Ces 4 variables nous sont servies pour faire les analyses. Voilà, maintenant la prochaine. Voilà. Donc là, en utilisant cette méthode, on peut voir qu'il y a des noyaux centrales. Les noyaux centrales, ça ne veut pas dire qu'ils sont isolés, ça veut dire que sont les hotspots. Ça veut dire que c'est ce qu'on trouve le plus souvent dans la grappe qu'on est en train de voir. Et après, il y a les destinations secondaires et les attractions tertiaires. Mettons que quelqu'un, il vient en Suisse parce qu'il veut aller à Genève. Et pendant qu'il est à Genève, qu'il prépare son voyage, il dit « Ah, mais c'est près de Lausanne. Et en Lausanne, il y a les musées olympiques. » Ça, c'est une destination secondaire. Et une fois qu'il arrive à Lausanne, il dit « Ah, mais il y a le musée Chaplin. » Voilà, ça, c'est tertiaire. C'est comme ça, et ça, c'est très important de pouvoir dégager le niveau d'attraction parce qu'il y a une importance dans la façon dont vous marketez la destination ou les lieux. Ok, merci. Donc voilà, nous avons trouvé, en utilisant ça, 7 maps, 7 cartes. 7 cartes, ce sont ce qu'on appelle les flux stratégiques touristiques. Nous n'avons pas le temps de présenter tous, malheureusement. Je vous présente tout pour que vous voyez la pertinence ou pas des résultats. Quand on étudie, il y a un cluster qui sort, que c'est celui-là, c'est les vallées. Les vallées, il est totalement encloisonné. Il peut relier à des flux touristiques internationaux. Celui-là, c'est l'autre extrême. Ça, c'est les flux internationaux qui passent par la zone de Francfort. Voyez-vous, ça vient de Berne. On n'était pas à faire des enquêtes à Berne. C'est-à-dire, Berne, elle était nommée comme une localité. Après, on passe pour le lac Léman et on arrive ainsi. Comme ça, on a trouvé 7. Je pense qu'on va les mettre parce que vous pouvez voir les cartes en internet, ils sont faits avec des zooms, etc. Merci. Alors, non seulement ils ont réussi à modéliser un peu les mobilités, où est-ce qu'ils vont, et d'une point de vue prioritaire, puis secondaire, tertiaire, je pense que tout le monde a bien compris, les zones bleues, c'est les tertiaires. Mais en plus de ça, ils ont réussi à voir aussi pourquoi ils vont dans cette zone. Et c'est là où ça devient intéressant. Et donc là, je te laisse présenter le résultat avec un focus peut-être particulier. Oui, j'ai oublié de dire qu'il y a des flux qu'on n'a pas montré ici. C'est un flux qui est totalement culturel. Les gens vont au château de Sion, ils vont au château de Gruyère, ils vont à Broc. Et ils arrivent jusqu'à la Chaux de Fonds. La Chaux de Fonds vient d'être nommée il y a 5 ans patrimoine de l'humanité. Donc on voit bien que ça y va, ça se dégage comme ça. Donc maintenant on a fait une autre analyse en utilisant des méthodes quantitatives, mais quand même exploratoires, même si c'est basé sur des données quantitatives. Et on peut voir que pour chaque endroit il y a une spécificité. Vous avez des triangles ici qu'on les voit mal. Mais oui, les triangles petits, ça veut dire qu'ils sont proportionnels à la quantité d'effectifs qu'ils sont nommés. Voyez-vous, vous avez ici les vallées où les gens ils sont en train d'aimer la nature, farniente, se promener, c'est la détente. Mais si ce ratio, il est quand même sur les propriétaires des résidences secondaires, ils sont sous-représentés. Et les gens ils sont là pour se reposer, après les voyages, les bouchons depuis Genève, etc. C'est normal. Ici, vous savez, par exemple, la Gruyère. La Gruyère, c'est une autre position.
Les gens, ils ont des activités culturelles, la visite des monuments, les musées, l'exposition, parce qu'il y a les musées du chocolat, voyez-vous. Alors, aller au restaurant, il est convenu. C'est-à-dire que tout le monde peut aller au restaurant. Ça, c'est une bonne nouvelle pour l'industrie de la restauration. Chiara va nous parler d'une problématique qui est ressortie comme essentielle et pour le qualitatif et pour le quantitatif, c'est-à-dire la problématique du transport. Tout à fait. Donc on voit bien qu'en fait, alors qu'en Suisse, les transports publics, les trains, et puis surtout le fait qu'il y ait un pass qui permet de prendre à la fois le train et le bus pour plusieurs jours, donc toujours avec le même pass. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qui facilite énormément l'utilisation des transports en commun. Alors qu'en France, c'est vraiment presque exclusivement la voiture, en l'état aujourd'hui des choses. Après, voilà, il y a aussi du vélo, mais c'est surtout des gens qui arrivent en voiture ou en camping-car, qui ont des vélos et qui ensuite peuvent se déplacer en vélo à l'intérieur de la zone. Plus rarement, par exemple, des Suisses qui arrivent directement en vélo, mais c'est plus rare. Sachant que les Suisses nous envient beaucoup notre réseau, la voie verte, la voie de vélo. On a un côté français qui pour le coup est beaucoup plus développé en termes de parcours vélo qu'en Suisse. Et ça, c'est un point qui ne fait que de se développer d'ailleurs. Voilà, et du coup, par rapport au point négatif souligné par rapport au transport, évidemment, lorsqu'on est en voiture, le point négatif, c'est le fait qu'il y a un coût du péage. Il y a une touriste qui m'a dit, je ne savais pas que voilà, le péage de Kona pour aller vers la Suisse à Saint-Julien, pardon, je confonds toujours, est un des plus chers de France, enfin, un rapport kilomètre-prix. Ensuite, il y a la vignette. Il y a un problème de parking, à la fois de quantité, de prix. Il y a des places qui sont trop petites. Enfin, il y a un problème de parking également. Tout ce qui est information, effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça apparaît souvent, mais uniquement en français et moins dans d'autres langues qui peuvent être celles des touristes. Du coup, voilà, après, il y a aussi, on a eu des problèmes de signalétique mais qui sont quand même, voilà, c'est souvent mis en avant. On en a eu même par rapport à l'aéroport, vous voyez, de Genève, alors que, enfin, globalement, je pense que c'est plutôt clair, mais on a quand même eu quelques touristes qui nous ont dit qu'ils n'arrivaient pas à trouver là où était le bus, par exemple, ou des choses comme ça. Okay. Donc la manière qu'on prend la décision, voyez-vous, c'est totalement drillé par Internet, les gens vont à Internet. Cependant, c'est pas négligeable le poids de la famille, des amis. C'est-à-dire, connaître quelqu'un qui était déjà là, c'est un point, ça a un poids. Et après, bon, aucune information prise, voyez-vous, et les gens ils vont essayer de voir, c'est surtout dans les cas surtout des excursionnistes qu'on a 25%. Après, regardez que malheureusement l'information prise sur les offices de tourisme locaux sont assez, au moins dans cette enquête, sont assez basses, 3%, 4%. Les gens font recours à l'office de tourisme. Peut-être c'est parce qu'ils sont mal référenciés, il manque un peu un travail, un effort supplémentaire pour être mieux référenciés en Google. Parfois, les touristes se plaignent de que ce n'est pas du tout traduit, pas totalement traduit, ils ont des difficultés. Donc vous voyez que l'offre virtuelle est extrêmement importante et qu'il faut aussi une offre en temps réel parce que ce qu'elles ne peuvent pas tout dire par rapport à... J'ai oublié de préciser une chose qui est très importante, c'est que cette enquête s'est faite pendant l'hiver pour les touristes qui viennent faire du ski. 80% du trafic de l'aéroport de Genève est pour la France. Donc l'optique qui a été prise par Chiara et son équipe, c'est de dire on leur fait raconter leur voyage et on voit où sont les zones de rupture de charge. Elles étaient dans les salles d'embarquement et donc elles interviewaient les gens qui allaient reprendre leur avion pour repartir et on leur fait raconter leur voyage depuis tout le temps où ils sont partis, tout ce qu'ils ont fait et au moment où ils repartent pour essayer de trouver les endroits de rupture de charge. Ensuite, il y a eu toute la partie d'enquête qualitative encore sur les salons congrès en Suisse et en France. Et ensuite, il y a eu la clientèle estivale sur laquelle on a mixé et le qualitatif et le quantitatif. C'est-à-dire, vous voyez là, je ne sais plus, 1278 réponses, c'est quand même quelque chose d'important.
Donc les aléas météo, ils le soulèvent dans l'aspect Cali, c'est-à-dire que quand il fait pas beau, il faut pouvoir en temps réel avoir une information sur qu'est-ce que je peux faire quand je suis là. Ou changer mon plan parce qu'il pleut. Bon, les champs de bergement, voilà, là c'était, il y a 25% directement sur les bergeurs, il y a les portails, il y a des différences dans les pays. Hein. Les Suisses utilisent beaucoup Booking, tandis que les Français ils sont en notre position, plutôt Airbnb. Et alors là, aucune réservation, on peut être étonné que ce soit 36%. Ça, ce sont des gens de touristes, c'est-à-dire des gens qui sont séjournés. Mais si on les regarde avec beaucoup plus de précision, on voit que 145 personnes qui sont dit qu'ils n'ont pas aucune réservation, c'est parce qu'en général, ils sont des logements qui ne sont pas marchands. C'est-à-dire, ils vont chez des amis, ils louent des couchsurfing, etc. Après, bon, il y a aussi des gens de résidence secondaire, etc. Ça, c'est pour prouver que les gens, ils sont. Et cette qualification d'aucune réservation faite, il faut la regarder avec parcimonie. Il y a beaucoup de gens qui viennent à visiter la famille. Ça, c'est une caractéristique de toute la région, qui viennent à voir la famille. Donc là, je vous dis le type de produits qu'on devrait avoir pour satisfaire ce type de séjour. Bon, et après les pratiques, voyez-vous, la première chose, c'est les farniente suivi par rien. Donc ça, c'est de l'ocio actif, mais qui ne produit pas de revenus ni de valeur. Donc il faut quand même sortir aux gens de son léthargue, peut-être proposer des produits qui les font bouger. Les gens ils sont intéressés sur l'excursion sur l'eau. Cependant, je vais passer maintenant la parole à Chiara pour qu'il parle beaucoup. On a eu aussi dans l'enquête quantitative, mais c'est clair dans l'enquête qualitative. Donc, tu peux parler sur l'histoire de la baignade. Bon, donc effectivement, on a des touristes qui vont aussi faire un tourisme de lacustre avec des baignades, sortir un peu d'alleux, etc. Mais bon, beaucoup se plaignent aussi parfois du fait que ça coûte quand même assez cher. Donc c'est souvent ceux qui font ces genres d'activités, c'est des familles avec des enfants. Du coup, comme disait Myriam tout à l'heure, ça multiplie le prix. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'on trouve d'autres activités un peu moins actives, on va dire. Il y a aussi, alors c'est peut-être plus une perception qu'une réalité, mais j'ai entendu souvent dire que finalement le lac d'Annecy était plus baignable, enfin prêtait plus à la baignade, à ces activités-là, que celui que le Le Mans. Qui effectivement, par exemple, lorsque je faisais des entretiens sur la promenade là, à Évian, effectivement, c'est. Voilà, les gens disaient oui, je ne sais pas si on peut se baigner, on ne voit pas très bien, etc. Donc il y a peut-être aussi des fois des biais liés à la configuration des plages, etc. Au-delà de ça, je pense que le côté flâner et rien, on a tendance dans l'offre touristique à toujours vouloir agiter les gens dans tous les sens. Et à un moment donné, se poser la question de finalement comment je propose une offre qui permet de correspondre à ces attentes, c'est-à-dire une offre qui va permettre aux gens de se reposer encore plus, de se ressourcer, comme on pourrait dire. En tout cas, juste pour finir, je pense que l'idée à retenir, c'est que l'offre, la nouvelle offre, elle se devra d'être peut-être très diversifiée, en fait, d'essayer de relier un petit peu toutes ces motivations et ces genres d'activités, à la fois voilà, la promenade, la visite plus culturelle, le côté plus naturel, mais on voit qu'il y a quand même une diversité effectivement à respecter. Alors le niveau de satisfaction, Chiara, c'est toi. Alors, mis à part bien sûr toujours ceux qui se plaignent c'est trop cher, et bon ça il y en a dans toutes les enquêtes, je voudrais souligner plutôt en fait un peu deux grands points. Le premier est lié à la fois à l'information et à son accessibilité, au fait que cette information n'est pas forcément trouvée très facilement. Car aujourd'hui le touriste, on l'a vu, il va aller sur Google. Google offre déjà en fait pour chaque destination des photos, des lieux, des hauts lieux en fait qui sont mis en avant, et puis si on veut la petite description Wikipédia. Donc il faut savoir que la plupart s'arrêtent à ça. Donc est-ce qu'ils trouvent effectivement beaucoup d'informations? C'est sûr qu'il y en aurait plus
Ils en trouveraient plus à aller dans des sites spécialisés, mais si ces sites ne sont pas assez référencés ou pas assez mis en avant dans les premiers résultats Google, ils n'y iront pas. Et ensuite, il y a aussi une autre problématique, c'est que dans ces sites plus spécifiques, il peut y avoir une problématique de langue. Ils peuvent ne pas être en anglais ou en d'autres langues, et du coup, ça repose le problème. Deuxième grand point que je voulais souligner, c'est l'accessibilité quelque part. Vous voyez, pas tellement d'activités. Ces touristes, ils nous ont vraiment exprimé une attente de vouloir s'immerger dans la vie locale, de faire comme les locaux, de connaître effectivement les spécificités d'une part, et puis d'autre part, vous voyez, ils sont un peu contradictoires, ils nous disent oui, mais enfin, c'est trop local, etc. Donc il y a quelque chose à faire là-dessus, de trouver un bon équilibre entre l'immersion dans la vie locale, et puis de proposer des expériences par rapport à des cibles spécifiques qui soient quand même accessibles et contemporaines. Voilà, je suis pour la bonne nouvelle. Ils sont très contents des paysages, la nature. Ils apprécient beaucoup la sécurité, la propriété pour la Suisse, les parcours de randonnée. Donc, du point de vue de la nature, on est top. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc pour conclure, finalement, on pourrait voir un petit peu les actions à mettre en œuvre, en tout cas sur lesquelles on va se pencher, sur lesquelles on a déjà commencé à travailler. C'est une structuration des services prenant en compte la dimension virtuelle. L'idée qu'on a à la fin de ce programme, c'est de faire une application smartphone qui partira des attentes de ce que le client il est, de ce qu'il aime. Par exemple, moi ce qui me passionne, c'est les produits locaux, les produits bio. Et normalement, ce qu'on voudrait développer, c'est dans cette application un tas de petits drapeaux qui s'éclairent sur cette zone transfrontalière de tous nos partenaires bio qui sont sur ce territoire transfrontalier, avec des avis d'autres acteurs qui sont déjà passés auparavant et qui peuvent dire ah oui, là c'était génial, on a pu faire la cuisine en plus des produits locaux. Voilà. Donc l'idée, encore une fois, c'est ça, c'est vraiment dans cette application de partir de ce qu'aime le client. Moi, ce qui me plaît, c'est la culture, c'est le théâtre. Et bien, quels sont tous les spots qui sont partenaires de ce programme, qui vont s'éclairer sur l'application smartphone et qui vont le guider et lui permettre de circuler dans cette zone transfrontalière. Donc, vous voyez que c'est important parce qu'il faut intégrer les visiteurs dans ce processus de co-création et d'information touristique, de témoins d'expérience. C'est important que dans cette application, cette dimension-là apparaisse. Deuxième point, des informations disponibles avant, pendant, c'est clairement ressorti de leur étude. Beaucoup de clients disent on ne sait pas où trouver l'information quand on est là. Il fait mauvais, on n'a aucun point de repère pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Et après le voyage. Donc ça pose, on rejoint la première partie, pose le problème d'une gouvernance statique régionale. Il faut qu'on passe à une gouvernance beaucoup plus souple, beaucoup plus dynamique, pas liée à un lieu, mais bien liée à un ensemble de ressources. Donc, ça c'est un schéma qui a été... Voilà, j'aimerais revenir sur ce concept. Voyez-vous, il y a les touristes, c'est des co-créateurs de produits. Parce qu'il a des attentes, il va vendre, pendant, il donne son opinion, voyez-vous, c'est très important dans la prise de décision, on va aller là, et à la fin aussi. Donc c'est un co-créateur, donc il a une dimension virtuelle. Alors, le centre décisionnel ne devrait plus être comme c'est maintenant, basé sur un lieu géographique et statique. Voyez-vous, ici, dans ce plan qui est en bas, on a les flux de visiteurs stratégiques. Et on a vu 2 exemples, il y a 7 de notre analyse, qu'il y a différents flux de visiteurs. Ces flux de visiteurs, ils sont de différentes attentes. Ils sont différents parcours géographiques. Donc, on devrait avoir dans les modèles de création un modèle qui augmente la création de valeur, pas plaqué sur le territorial, mais plaqué sur le virtuel. De où ce type d'application qui serait extrêmement utile, qui répond aux attentes des clients. Donc, il faut passer d'une centralité de pouvoir de lieu à une centralité de pouvoir qui est basée sur les flux. Et les flux, ce sont des unités de production et des unités de produits.
Et pour terminer, on terminera par une, c'est bon, par une citation de Caccolici qui nous dit l'accueil des richesses culturelles et naturelles sont nécessaires, donc on a quand même un peu tout ce qu'il faut, mais pas suffisante. La compétitivité va se jouer sur des paramètres connexes, système d'information, on vient d'en parler beaucoup, qualité de variété des produits, sécurité. La sécurité, on s'en rend pas compte, mais pour une clientèle chinoise par exemple, c'est le premier point qu'ils mettent en avant, la sécurité d'un lieu touristique. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, on a besoin de toute cette dimension pour à un moment donné répondre au mieux aux attentes de clientèle. Et vous comprenez pourquoi les réseaux d'acteurs pour répondre à ces attentes de clientèle qui sont aussi diverses telles qu'elles ont pu être mises en évidence. Alors pour faire une conclusion générale de cette restitution Transfrontour, vous voyez qu'il y a beaucoup de monde qui a travaillé, je vais d'ailleurs tous les appeler. Donc j'aimerais bien qu'ils viennent tous sur la scène là, y compris Noémie Mirieux qui doit être quelque part dans la salle, à part si elle dort, ben, elle vient aussi. Voilà. Merci de faire un peu vite, vous êtes fatigués là, mais... Donc il y en a quelques-uns qui malheureusement ne pouvaient pas être là aujourd'hui, qui sont en surveillance d'examen, ça fait aussi partie de notre boulot ça, mais qui ont été là les jours précédents. Donc voilà, la diversité, vous avez des économistes, vous avez des sociologues, vous avez des matheux, vous avez des gestionnaires, des géographes, oui, merci. Donc c'est ça qui fait la richesse de l'approche, c'est vraiment ce croisement franco-suisse, mais c'est aussi ce croisement des disciplines, des âges, des générations aussi, des façons, des regards. C'est pas toujours simple hein, de fonctionner comme ça, parce que quand... oh là là, je les vois arriver ceux-là. Quand vous faites une première réunion sur la méthodologie, et puis que le pôle enquête dit, bon, attendez, là, ce que vous faites, c'est plus comme ça que ça marche, là. Et puis que vous avez les gens de gestion, pour ne pas les citer, ou les géographes qui viennent vous voir, qui disent, oh là là, Annie, dans quelle galère tu m'as embarqué, là, parce que moi, j'ai toujours fait mes entretiens comme ça, donc là, il va falloir changer de cap, là. Et puis finalement, après, le fait de mailler quelqu'un du pôle enquête avec des secteurs plus disciplinaires, ça a permis aussi à tout le monde de faire évoluer les méthodes. Voilà.